Vous êtes sur RTL. Et on est avec vous pendant 2 heures, Thomas Soto. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Nous avons le plaisir ce soir de contacter par visioconférence 4 étudiants de l'IUT de Bayonne du Pays Basque, Alexia Massoud, Remarque Keos, Martin Sarsabal et Baptiste Janton, tous les 4 étudiants en deuxième année de DUT Gestion des entreprises et des administrations, qui vont nous présenter leur projet tutoré nommé Dans les coulisses d'une grande entreprise. Je vais donc me tourner vers vous, Romain. En tant que chef de projet, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre projet étudiant et quelle est sa finalité ? Bonjour, et tout d'abord, je vais commencer par vous remercier de nous avoir invités, et même si c'est vrai évidemment qu'on est un peu déçus de ne pas être là sur le plateau comme c'était prévu, on est quand même très content d'être avec vous. Nous sommes également très contents de vous accueillir, mais nous partageons votre déception évidemment. Alors pour parler de nous, on est un projet étudiant qui vise à amener des étudiants de l'IUT de Bayonne visiter une grande entreprise. Et cette année, on a donc amené 30 étudiants de seconde année de DTGEA visiter la coopérative de Mondragon en Pays Basque espagnol. Le but de ce projet est de leur montrer la gestion d'une grande entreprise, mais aussi surtout de leur faire entrevoir des perspectives d'avenir. Pourquoi avoir choisi la coopérative Mondragon, Baptiste ? Alors on a choisi la coopérative de Mondragon que l'on a étudié en cours déjà pour sa localisation au Pays Basque, aussi son lien avec les domaines de gestion étudiés en GEA et aussi un système de gestion atypique à découvrir. Alors, ne soyez pas surpris, nos auditeurs vont interagir avec nous tout au long de l'émission. Nous avons une première question posée par David64320 sur Twitter qui nous demande qu'est-ce qui différencie le système coopératif. Alexia, si vous le voulez bien. Oui, nous avons découvert un mode de fonctionnement inhabituel. Ici, les travailleurs sont des membres de leur société, donc ils détiennent des parts. Ils doivent effectuer des apports égaux à 15 000 euros ou 10 000 euros si cela concerne une coopérative du domaine de la distribution. Donc il existe également la possibilité que le salaire soit inférieur pendant un an ou d'avoir recours à l'emprunt bancaire. Et les coopératives aussi se distinguent car elles sont indépendantes les unes des autres alors qu'elles appartiennent au même groupe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez inhabituel également. Et savez-vous exactement comment la coopérative utilise cet argent ? Les 15 000 euros, 3 000 euros sont récupérés par la coopérative et les 12 000 euros restants quand même constituent la part de l'associé au sein de son entreprise, donc c'est le montant de son capital. Pensez-vous qu'il soit intéressant pour un travailleur d'être salarié membre au sein d'une coopérative ? Eh bien sans doute oui, le travailleur doit être plus motivé car il a investi un capital qu'il pourrait perdre si l'entreprise faisait faillite. Et par ailleurs, au contraire, voilà, il voit son capital augmenter à chaque fois que l'entreprise fait des bénéfices en fin d'année. À l'instant, je lis une nouvelle réaction sur Twitter, assez amusante d'ailleurs, de la part de Eric SAM qui déclare « Impressionnant, cela a tout l'air d'une secte à l'échelle de l'entreprise ». Toujours Alexia, qu'avez-vous à répondre à cet auditeur ? Alors il est vrai que les travailleurs, pour devenir membres, doivent être sélectionnés, choisis par la coopérative, car ils sont d'abord embauchés en tant que travailleurs temporaires pendant 2 ans, donc c'est une période durant laquelle la coopérative peut observer leur travail et ils choisissent donc de les recruter ou non. Et ils deviennent donc ensuite membres. Ensuite, c'est vrai qu'ils doivent avoir une philosophie de vie qui ressemble à celle énoncée dans l'idéologie du fondateur. Mais parler de secte, c'est quand même pour moi un mot ici très fort. Pouvez-vous développer, Alexia, l'idéologie que vous venez d'évoquer, s'il vous plaît ? Je pense que ça intéresserait nos auditeurs. Alors l'idéologie, donc elle vient de Aris Mandiarreta qui est venu au Pays Basque espagnol à Arrasat en 1940. C'était une période d'après-guerre, du coup il a souhaité reconstruire la ville. Il a mis en place des activités pour joindre les habitants entre eux, créer une solidarité. Il a créé l'école professionnelle en 1943 afin de permettre aux habitants d'accéder gratuitement à une scolarité, à une éducation. Et c'est comme ça qu'il voulait former la jeunesse. Et ensuite il a placé l'homme au centre. C'était vraiment ses mots, c'était son choix, c'était que les travailleurs devaient également prendre les décisions. Et donc il a cassé les schémas des entreprises classiques avec une direction autoritaire et des travailleurs. Il a remis tout ça en ordre. Très bien. Et donc, vous verriez-vous travailler dans une coopérative à la fin de vos études ? Alors oui, je m'y verrais totalement donc pour 2 raisons. La première, c'est que si la coopérative dans laquelle on est venait à faire faillite, on est automatiquement intégré dans une autre. Donc voilà, on va chercher à nous réintégrer, donc soit au même poste, sinon on nous forme. Donc on aura l'assurance d'avoir un emploi qui est vraiment quelque chose de très sécurisant dans ce contexte actuel où le chômage est quand même grand. Et dans un second temps, je pense que notre retraite est meilleure car on récupère notre capital qui a subi des augmentations au fur et à mesure des années à la fin de notre carrière
au sein de la coopérative. Et si l'on compare ceci à une retraite complémentaire, je pense qu'elle est vraiment meilleure. Oui, moi je pense que ça peut être intéressant parce que même en dehors des entreprises, dans la ville, il y a vraiment cet esprit-là de tout le monde est plus ou moins égaux, il y a beaucoup moins de différences sociales que chez nous. Donc je trouve ça vraiment très bien. Alors même si j'ai trouvé ce type de gestion très intéressant, je pense que si je suis amené à devenir cadre, ça sera dans une entreprise privée normale où j'aurai un salaire bien plus haut et aussi des évolutions hiérarchiques au sein de l'entreprise bien plus intéressantes. Très bien, nous voyons des avis divergents même au sein de votre groupe. Donc reprenons. Ce voyage aura permis à des étudiants de visiter le siège social de la coopérative Mondragon ainsi que de visiter la ville de Bilbao. Pouvez-vous nous conter le récit de ce voyage en Pays Basque espagnol? Notre voyage il s'est déroulé sur 2 jours. Tout d'abord, le jeudi matin, on a été accueillis au siège social de la coopérative par Ander Echevarria, qui est le responsable communication. Et durant toute la matinée, il nous a vraiment expliqué comment fonctionne la coopérative, quels sont ses avantages, comment les gens sont rémunérés, tout ça. Et on a pu ensuite lui poser plein de questions. Il a été très clair et je pense que tous les étudiants ont été contents de cette visite. Ensuite, il nous a amenés à Otarola où se trouve le restaurant où ils accueillent les groupes comme le nôtre. Et d'ailleurs, très bon restaurant. On a pu, euh, on a pu y manger et voir le musée du fondateur de la coopérative qui est José María Arizmendiarrieta. Euh, Ensuite, on a pris le bus pour aller à Bilbao, puisqu'en parallèle de la visite d'entreprise, on doit proposer aux étudiants une visite culturelle. Et le lendemain, du coup, ça s'est déroulé le vendredi, on a visité la ville de Bilbao, qui n'est pas très loin. Et le matin, on a visité le musée Guggenheim, qui est quand même incontournable dans cette ville. Et l'après-midi, on a proposé un jeu de piste pour que les étudiants voient un peu tous les monuments de la ville de façon un peu plus ludique. Ah, les années étudiantes, on en devient presque nostalgique. Nous allons maintenant parler du financement que nécessite un tel projet. Je vais laisser le soin à notre économiste et chroniqueur RTL d'aborder le sujet avec vous. Bonsoir François Langlais. Bonjour Thomas et bonjour les étudiants. Si mes chiffres sont bons, chaque étudiant qui a participé au voyage a dû verser 25 euros de sa poche. C'est une somme qui paraît assez dérisoire pour 2 jours en Espagne, tout frais payé, même pour des étudiants. Je me tourne donc vers vous, Martin Sarsabal, qui est le responsable de l'organisation financière du projet. On se doute bien que l'organisation d'un tel séjour demande un budget conséquent. Comment avez-vous géré ce budget et comment avez-vous estimé vos dépenses? Oui, bonjour, c'est bien ça. Les étudiants qui ont décidé de participer au projet ont dû seulement débourser 25 euros de leur poche. Donc, dès le début de l'organisation de ce projet, en juin 2019, nous avons construit un budget prévisionnel sous la forme d'un tableau avec 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, les dépenses que nous devrions effectuer et dans la colonne de droite, les recettes. Donc, pour construire cet outil, nous nous sommes efforcés d'obtenir des devis, de nous informer auprès des différents acteurs et intervenants au projet quant au coût des services demandés. Nous avons ensuite, par rapport à nos dépenses prévues, ajusté nos recettes en listant les types de financement que nous avions choisis et leur montant de recettes souhaité. Donc. D'accord, à combien s'est levé donc le montant prévisionnel de vos dépenses? Alors nous avions recensé un montant de dépenses totales de 3 575 euros. Donc ce montant comprenant pour les étudiants et nous-mêmes la restauration, l'hébergement, le transport, la visite de la coopérative et celle des musées, mais également elle comprenait des frais relatifs à des aléas pouvant survenir durant le séjour. Donc notre volonté était de chouchouter, si vous me permettez l'expression, chouchouter les étudiants pour, en plus de la visite de la coopérative et des musées, qui était au cœur même de la finalité de notre projet, leur offrir de bons repas et un transport et un hébergement de qualité. Très bien, avez-vous réussi à tenir ce montant de dépenses? Donc arrivé aux dates du séjour, nos dépenses s'élevaient à 3 629,42 euros. Nous avons réussi à faire de nombreuses économies. Le coût du bus et de l'hébergement aura été inférieur à nos prévisions de 280 euros environ. Cependant, nous avons décidé de rehausser nos dépenses, notamment pour l'alimentation des étudiants, toujours dans l'objectif de rendre notre séjour le plus qualitatif possible.
Donc les étudiants ont pu bénéficier de 2 excellents repas ainsi que d'un pique-nique. Et nous avons également souhaité leur offrir la visite du musée Guggenheim. D'accord, donc vous avez dépensé légèrement plus que ce qui était prévu, mais nous le comprenons puisque c'était pour rendre votre projet encore meilleur. Mais comment avez-vous financé ce projet? Pour financer notre projet, nous avons effectué 3 types de financement: l'autofinancement, l'obtention de dons et le sponsoring partenariat. Par ailleurs, nous avions initialement prévu une participation financière pour chaque étudiant participant au voyage. Cette participation s'élevait à 35 euros, mais grâce à nos recettes finales, nous avons pu la revoir à la baisse de 10 euros. Vous avez obtenu des aides de la part de votre UT ou de autres organismes privés? Malgré différentes prises de contact avec des organismes privés, nous n'avons malheureusement pas pu obtenir de subventions. Cependant, notre IUT a participé financièrement à notre projet en finançant l'impression de supports de communication comme notre dossier sponsoring ainsi que l'impression de nos tickets de tombola pour une de nos actions de financement. Parlez-nous de votre autofinancement. Vos actions ont-elles été concluantes? Alors, notre principale action de financement aurait été une vente de grillades pour un triathlon organisé par l'association Pau Pyrénées Aventure, qui nous a permis de récolter 968 euros. Nous avons également pu organiser une soirée étudiante, 2 pesées du jambon ainsi qu'une tombola. Nous avons effectué 2 vides-greniers et 2 ventes de gâteaux, ainsi que grâce à une tirelire déposée dans le commerce de la mère de Baptiste. D'accord, et vos recettes ont-elles été à la hauteur de vos attentes? Alors oui, et même nos recettes ont été supérieures à nos espérances, ce qui nous a donc permis de demander une participation financière aux étudiants de seulement 25 euros, une participation inférieure de 10 euros à celle initialement prévue. Ainsi, après ce séjour, il nous restait 50 euros et 49 centimes sur notre compte en banque du projet. Depuis maintenant plus d'1 an et demi, les membres du projet se sont beaucoup investis pour sa réussite. Ils ont engagé beaucoup de leur argent personnel, notamment pour les déplacements en voiture, pour effectuer des actions de financement ou pour démarcher des commerces et des entreprises. C'est pourquoi ces 50,49 euros restants ont donc été utilisés pour rembourser une petite partie des efforts fournis par les membres du projet. Ah mais c'est tout à votre honneur, je vois que vous avez bien travaillé. Merci Martin d'avoir répondu aussi vite à mes questions. Maintenant je laisse ma parole à Thomas pour la suite de l'émission. Merci beaucoup François. À présent, nous allons aborder un point clé pour rendre votre projet viable, la communication. Baptiste, vous êtes responsable de la communication. Quels étaient les enjeux? Alors oui, la communication, c'était un aspect crucial de notre projet, comme tous les projets finalement. Il faut convaincre les gens d'assister à nos actions de financement, aussi essayer de trouver des donateurs. Donc pour ça, il faut trouver des supports de communication qui sont adaptés à chaque cible visée. Donc pour s'aider, on s'est appuyé sur la matrice des acteurs internes, externes. Donc en interne, nous, on est 4 étudiants. On a aussi un tuteur de projet, Monsieur Darig, qui nous conseille, qui nous suit tout au long du projet. Il peut aussi nous donner des contacts qui nous aident sur le projet. Et ensuite, en externe, on a l'hébergement, le transport. On a le correspondant à Mondragon aussi. On a des particuliers, des entreprises, des associations et les 30 étudiants que l'on doit amener au voyage. Et quels sont ces outils de gestion que vous avez utilisés? Alors oui, la communication, c'était un aspect crucial de notre projet, comme tous les projets finalement. Il faut convaincre les gens d'assister à nos actions de financement, aussi essayer de trouver des donateurs. Donc pour ça, il faut trouver des supports de communication qui sont adaptés à chaque cible visée. J'imagine également que vous avez dû élaborer un dossier sponsoring pour attirer des sponsors ou des partenaires. Donc oui, bien entendu, on a créé un dossier sponsoring dans lequel on décrivait en détail notre projet, les moyens que l'on avait, nos objectifs et l'importance pour nous d'avoir des entreprises pour nous soutenir. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir de partenaires ni de sponsors, sûrement parce que le projet Coulisses ne leur permettait pas une assez grande visibilité. On a aussi tenté les subventions auprès de 2 organismes, le Lions Club et le Rotary Club. Bon, malheureusement, on ne rentrait toujours pas dans leurs critères de sélection. Par contre, le dossier sponsoring nous a aidé à démarcher des entreprises et des petits commerces.
qui ont gentiment accepté de nous donner des lots gratuitement pour notre tombola. Et comment avez-vous communiqué auprès des étudiants? Avez-vous facilement convaincu 30 étudiants à participer à votre séjour? Donc oui, et pour communiquer sur notre séjour auprès des étudiants de la promotion, on a envoyé une affiche numérique sur les groupes de conversation Messenger, voilà, des étudiants de deuxième année. Donc on l'a fait 2 mois avant le départ, donc on l'a pas fait trop tôt pour que les étudiants puissent se projeter facilement sur le séjour. Aussi, on a dit que les premiers arrivés seraient prioritaires. Donc on a eu un afflux massif d'inscriptions et on est très facilement arrivé à 30 étudiants inscrits. Je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est notamment le prix de seulement 25 euros, la destination de Bilbao et le fait de visiter un grand siège social. Je me tourne maintenant vers vous, Romain, quant à l'organisation du séjour. Vous avez eu de grosses responsabilités à supporter sur vos épaules, des épaules certes d'étudiants en gestion, mais de jeunes épaules inexpérimentées et insouciantes. Alors oui, c'est vrai, c'est la première fois qu'on avait autant d'importance dans l'organisation d'un projet et on voulait vraiment que tout se passe bien et pour cela, le plus important pour nous, ça a été de suite éliminer les risques qui pouvaient entraver l'organisation du séjour. D'accord, je vois que vous avez été très précautionneux et c'est sûrement une des clés de votre réussite. J'imagine quand même que vous avez reçu de l'aide de personnes extérieures au projet. Bien sûr, nous nous sommes fait un peu aider, en plus des acteurs internes au projet qui sommes nous, les étudiants qui organisent les projets, et Monsieur Darig, nous avons été aidés par des acteurs externes qui ont été assez proches du projet. Donc on peut d'abord recenser la compagnie de bus qui nous a permis de nous déplacer, l'auberge de jeunesse qui nous a accueillis, les étudiants qui ont participé au voyage. On a aussi des associations qui n'ont pas financé directement le projet, mais qui nous ont permis de faire des actions de financement comme des ventes de gâteaux au sein de leur événement. Et après, il y a aussi Mondragon qui nous a accueillis pour faire cette visite et sans qui le projet n'aurait pas été possible. Et donc vraiment, on tient à remercier tous ces acteurs qui nous ont permis de faire ce voyage. Malheureusement, cette émission touche bientôt à sa fin, mes amis. Je pense que nos auditeurs ont envie de savoir, avant de passer à la table, quels enseignements tirez-vous de cette aventure et qu'est-ce que ce projet vous a apporté à chacun? Honneur aux dames, Alexia. Alors moi il faut savoir que j'étais la plus stressée des quatre, donc j'avais beaucoup d'appréhension. Je ne savais pas si tout allait se dérouler comme prévu, si les étudiants là-bas allaient jouer le jeu, s'investir dans les visites qu'on allait leur proposer et notamment participer aux jeux de piste qu'on avait nous-mêmes organisés. On avait également une certaine pression due à la responsabilité d'encadrer 30 élèves dans une ville qu'on ne connaît pas vraiment. Voilà, il fallait gérer le groupe lors des déplacements afin d'arriver à temps aux activités. Il fallait déployer de l'énergie pour avoir leur attention. Et on a également déployé une certaine énergie sur place, mais également en amont. Voilà, quand on a dû, au moment du départ, s'assurer que chaque élève était en règle et avait une assurance civile à jour pour partir en toute sécurité. Et donc, ce qu'on retient, c'est inévitablement notre prise en maturité, je pense, due à cette expérience qui s'est très très bien déroulée. On a également développé nos capacités d'entreprendre et notre prise d'initiative. Oui, pour ma part, je trouve que c'est vrai que ça a été très enrichissant pour nous. Le fait que les professeurs ils nous aient laissé beaucoup d'autonomie, ça va être bénéfique pour nous à l'avenir car on sera plus confiant dans l'organisation de nos projets futurs. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à notre émission, bien que les circonstances soient exceptionnelles. Nous aurions bien voulu honorer le plateau d'RTL de votre présence une prochaine fois, je l'espère. Ce moment de pleine fraîcheur a dû sûrement plaire à nos auditeurs et nous a bien démontré que la relève est assurée.